Merci Isabelle. Isabelle Sersa qui nous a aussi aidé à préparer cet entretien. Alors merci Jean-Yves Lorichesse d'avoir accepté cet entretien avec nous. Alors vous êtes né à Guéret dans la Creuse en 1956. Vous avez publié 6 romans aux éditions Le Temps qu'il fait, dont Place Monge qui est sorti en 2008, Les Pas de l'ombre en 2009 et Les Brisés en 2013. Vous avez reçu le prix littéraire de la ville de Balma pour Place Monge. Et récemment, vous avez sorti votre dernier roman, Les Chasseurs dans la neige, qui est inspiré du tableau du peintre flamand Bruegel l'Ancien, qui est sorti en 2018 aux éditions des ateliers Henri Dougier. Donc vous êtes, en plus d'être écrivain, vous êtes également professeur de littérature contemporaine à l'Université de Toulouse. C'est aussi pour ça qu'on vous connaît, puisque vous avez été... on vous a reconnu. Derrière l'écrivain se cache le professeur et vice-versa. Vous avez aussi travaillé sur Jean Giono, Claude Simon, Richard Millet, et vous avez écrit plusieurs essais sur la littérature contemporaine. Donc Place Monge, Les Plats de l'ombre et Les Brisés forment une trilogie familiale, une trilogie personnelle. Et ces 3 romans sont ceux qui nous ont intéressés dans le cadre du thème du banquet d'automne de la Grâce, Histoire du monde, histoire de soi. Car en effet, bien qu'appelé roman, vous y explosez à partir de documents d'archives votre histoire familiale et personnelle. Place Monge, je vais faire un petit résumé des trois romans. Place Monge raconte l'histoire de votre grand-père, Jean, qui est officier pendant la Première Guerre mondiale et qui revient en permission à Paris dans son appartement Place Monge, un appartement désert puisque sa femme Gabrielle et son fils se sont réfugiés en province. Les lettres et les documents, qui sont les traces de cette histoire, sont retrouvés des années plus tard par le petit-fils, par vous-même, qui rassemblerait ces pièces du puzzle. Dans Les Pas de l'ombre, c'est plus l'histoire de vos grands-parents, mais c'est celle de Pierre, votre père, qui est fait prisonnier en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il restera de cette période les lettres qu'il enverra à ses grands-parents. Et vous imaginez la jeunesse de votre père à partir de photographies, de documents. Et le dernier roman qui clôt cette trilogie, c'est Les Brisés. Donc il s'agit cette fois-ci de votre histoire et de votre rapport à la littérature et le cheminement de la mémoire qui mène à l'écriture et à la restitution du souvenir. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. Super. Alors, pardon. Place Monge, Les Pas de l'ombre et Les Brisés sont des romans. Pourtant, il s'agit de votre histoire et de celle de votre famille. D'ailleurs, si on ne connaît pas trop votre biographie, on a du mal à se douter que ce sont des histoires vraies. Et on voit clairement qu'il y a quand même un travail de restitution de la mémoire, de reconstitution de l'histoire. Et dans ce cas, on peut se demander pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi le parti pris du documentaire. Alors, je sais pas. Donc, si vous m'entendez bien, là, je n'ai pas besoin d'approcher plus. C'est parfait. Je crois que le parti pris du documentaire, il a été... je ne l'ai même pas envisagé en réalité. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, tout cela est quand même fondé sur un désir d'écriture et d'écriture littéraire. Et ensuite, voilà, ce qu'on écrit peut prendre telle ou telle direction, une direction plus fictionnelle, une direction plus autobiographique ou de mémoire familiale. En réalité, d'ailleurs, ce que j'ai écrit depuis Place Monge est dans les 2 directions, fictionnelle et autobiographique. On va parler davantage aujourd'hui de la mémoire familiale, mais c'est vrai qu'il y a un autre versant qui est beaucoup plus du côté de l'imaginaire, si tant est qu'on puisse vraiment dissocier les deux, parce que je crois qu'il y a aussi, on aura l'occasion sans doute d'en reparler, pas mal d'imaginaire dans les failles, dans les zones d'ombre ou les zones blanches de ces livres, qui sont justement pas celles que l'archive peut m'offrir, mais celles que seule l'imagination peut combler. Donc voilà, la question du documentaire ne s'est pas posée. En revanche, ce qui s'est posé, c'est la question de l'usage des documents, puisqu'effectivement, tous les documents qui sont cités dans ces différents livres, enfin dans les 2 premiers surtout, sont donc absolument authentiques. Ce sont des correspondances essentiellement, dans une moindre mesure des documents officiels de l'administration militaire par exemple. Ce sont des photographies qui sont décrites,
mais tous ces documents sont rigoureusement véridiques. Je ne l'ai pas précisé, parce que, bon, après tout, je n'avais pas de raison de le faire non plus, mais du coup, on m'a parfois posé la question, est-ce que les lettres, par exemple d'un Place-Monge, les lettres de Jean à sa femme, ou les lettres d'André Richard, veuve de guerre, à ma grand-mère Gabrielle, est-ce qu'elles sont authentiques, ou est-ce que c'est vous qui les avez écrites? Et là, j'ai toujours envie de répondre, j'aimerais avoir le génie littéraire qui m'aurait permis d'écrire ces lettres, c'est-à-dire de faire des facsimilés de ces lettres qui sont très belles, et j'avais évidemment, j'en aurais été incapable, et en même temps, je dirais, heureusement, parce que ça aurait été dommage de ne pas donner un statut littéraire à ces lettres. Alors je parle en particulier évidemment des lettres privées, des lettres personnelles, comme on en écrivait aussi à une époque, je pense surtout aux lettres de Place-Monge, où dans certains milieux en tout cas, mais quand même assez largement, la correspondance, l'art de la correspondance est quelque chose qui s'apprenait même d'ailleurs à l'école et qui était cultivé ensuite. Et donc on a des très belles correspondances dans beaucoup de familles. Je ne suis évidemment pas le seul. Pour revenir à votre question du document, sinon du documentaire, la question qui se pose à ce moment-là, c'est quoi faire quand même littérairement de ces documents, c'est-à-dire pour qu'ils soient autre chose que des documents. Et là, c'est posé la question de la composition du texte, c'est-à-dire à la fois de sa construction, c'est-à-dire la manière dont des éléments de ces documents pouvaient s'intégrer dans le texte, du point de vue de l'ordre du texte, mais aussi du point de vue de l'écriture, c'est-à-dire que comment ce que j'écrivais moi stylistiquement pouvait s'harmoniser d'une manière ou d'une autre par contraste ou par, au contraire par prolongement, par écho à ce qui m'était donné par les documents. Et donc là, on est confronté à un problème que connaissent tous les écrivains qui écrivent à partir effectivement d'éléments d'écrits étrangers, enfin exogènes, et qui veulent leur donner une résonance littéraire. Alors justement, on va vous proposer de lire un passage dans Place-Monge où on voit cette intégration d'un document. Alors, Donc c'est effectivement à la fin de Place-Monge et c'est au moment de la découverte des archives. Donc on est là dans le temps présent, enfin un peu avant évidemment le temps de l'écriture. Et pour finir, ce fut un petit carnet très ordinaire à couverture de carton sur lequel on avait simplement écrit au crayon « Note ». Ils l'ouvrirent et lurent ensemble. Grand-mère est morte le 12 mai 1916. Notre pauvre enfant le 27 mai 1918. Ma sœur le 13 mars 1919. Petite Mado le 8 mai 1919. J'ai payé le 11 juin 1919 25 francs pour un service de première classe pour notre enfant mort au champ d'honneur. Ni carnet de compte, ni agenda, ni journal, une sorte de mémorial intime. L'inscription pour elle seule des disparus et du peu de choses qu'ils laissent aux vivants. Ils ont l'impression d'avoir surpris une plainte déchirante et solitaire. Ils referment le carnet, presque confus. Sous la lampe, toutes les pauvres archives sont étalées comme les plumes d'un oreiller crevé. Ils n'ont pas envie de parler et commencent à les ranger avec soin. Merci. Et effectivement, du coup, quand on lit votre livre, on voit clairement que la typographie est respectée aussi sur les documents. Donc on a une attention particulière qui est portée à la réalité, à l'authenticité de ces documents. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais pourquoi avoir choisi vraiment de conserver, d'être au plus près de cette réalité-là ? Et c'est vrai qu'il y a aussi, autour de l'authenticité de ces documents, il y a aussi des choses qui sont imaginées. Donc on a aussi une part de fiction. Donc on mélange un peu ce que vous imaginez peut-être de la vie de votre père, de vos grands-parents. Et au milieu de ça, on a des choses qui sont très authentiques, retranscrites jusqu'à la typographie même. Alors
effectivement, peut-être il faut rappeler que le livre lui-même, Place-Monge, est parti vraiment du document, en particulier d'un document, qui est cette lettre qui est évoquée au début du roman, qui est une lettre écrite par mon grand-père Jean, donc à l'occasion d'une permission où il a pu venir à Paris passer un week-end, je pense qu'on n'appelait pas encore ça comme ça à l'époque, à Paris, Place Monge, donc dans un immeuble de la Place Monge où se trouve l'appartement qu'il louait avant la guerre avec son épouse et avec ses enfants. Et cet appartement est vide, comme vous l'avez rappelé, puisque la famille est repliée en Corrèze chez les grands-parents, enfin chez les parents de Gabriel. Et donc cette lettre est celle qui m'a vraiment lancé dans l'écriture, parce que c'est une lettre qui est assez singulière tout de même par rapport aux nombreuses lettres qu'on peut lire sans doute, mais encore que certainement on en trouve d'autres exemples, hein, j'en connais au moins un autre exemple. Mais c'est une lettre où Jean en fait écrit, là c'est le samedi soir, hein, ou plutôt c'est dans la journée du dimanche, et il dit je suis arrivé hier, etc. Et il décrit en fait une sorte d'errance dans l'appartement vide, où il dit l'émotion qu'il étreint à retrouver les objets familiers de la vie, tout ce qui témoigne finalement de ce qu'a été leur vie, et la présence aussi des traces laissées par les enfants, etc., dans l'avant-guerre. Et cette lettre a tout d'un coup incarné véritablement pour moi une figure qui était jusqu'alors une sorte de figure emblématique, mais un peu abstraite, distante, qui était la figure effectivement d'un homme dont j'avais vu des photographies encadrées comme on le faisait dans les milieux bourgeois à l'époque. Hein. On transformait les photographies en tableaux avec un cadre. En plus, elles étaient souvent un peu retouchées aussi. Donc pour moi, alors, je savais qu'il était mort à la guerre, donc, de 14, donc c'était pour moi depuis l'enfance une figure assez fascinante, mais lointaine. Et là, tout d'un coup, il prenait une existence, je dirais, concrète, presque physique, parce qu'on sait bien que l'écriture manuscrite, alors bon, on est en train de perdre ça hein, avec tous nos échanges électroniques, mais l'écriture physique, c'est vraiment une trace du corps, et cette trace du corps, a vraiment pour moi déterminé une incarnation de cette personne. Justement, ça n'était plus un personnage, mais ça devenait vraiment une personne. Et c'est pourquoi d'ailleurs le roman s'ouvre sur cette arrivée de mon grand-père Place-Monge et sur la rédaction de cette lettre. Alors, je commence à répondre à votre question, parce qu'effectivement, il fallait que cette lettre, elle soit dans le texte, et en même temps, il fallait qu'elle soit animée par le texte. Elle est très belle en elle-même, et mon but n'était pas de publier, comme ça a été fait, c'est passionnant, mais un recueil de lettres de poilus. Donc, il fallait intégrer cette lettre à une situation que, évidemment, j'ai imaginée. Les faits, c'est qu'effectivement, il était attesté que mon grand-père était arrivé, donc, Place Monge, un certain soir de mars 1917, mais en dehors de ça, tout le reste est le travail, effectivement, du romancier. C'est là qu'on devient romancier, au moment où on entreprend d'imaginer ces heures passées dans cet appartement. Et c'est là que se met en place, alors évidemment c'est un réglage qui est compliqué, mais qui est en même temps passionnant et qui est au cœur même du fait d'écrire, entre les faits, les matériaux, pour le coup, la lettre, et puis la situation qu'on va pouvoir développer autour, c'est-à-dire essayer de donner une existence physique à cet homme, de lui faire un certain nombre de gestes, de lui faire éprouver un certain nombre d'émotions. Et donc j'ai produit un texte qui est effectivement une sorte de montage dans lequel il y a des fragments de la lettre au fur et à mesure qu'elle s'écrit. Et donc là, il était important que la lettre soit effectivement, elle est en italique, elle représente effectivement des fragments de réalité qui sont portés en même temps par la fiction. À d'autres moments, et là je finis de répondre à votre question, à d'autres moments on est complètement dans l'imaginaire. Je veux dire, par exemple, je prends un exemple, ma grand-mère, donc veuve de guerre, hein, avait été contactée plutôt par une autre veuve de guerre, hein, André Richard, une institutrice de la Creuse, et qui lui avait écrit par solidarité, parce que leurs maris respectifs avaient été compagnons d'armes, et en fait elles ne se connaissaient pas du tout, mais
André Richard, donc ayant appris cela, avait écrit à ma grand-mère une très belle lettre quand elle avait appris qu'elle-même avait perdu son mari. En fait, chacune était veuve de guerre. Donc, c'est le début d'une amitié qui occupe une partie du livre. Je sais donc que par les lettres, je n'ai que les lettres d'André Richard, je n'ai malheureusement pas les lettres de ma grand-mère, mais je savais que cet André Richard était venu rendre visite en Corrèze, donc à ma grand-mère. Après, c'est tout, je n'avais absolument aucune donnée sur la nature de cette visite. Et là, pour le coup, j'ai vraiment le sentiment d'être complètement dans du romanesque, c'est-à-dire que j'entre dans quelque chose qui est, qu'est-ce que ça peut être, deux amis, deux veuves de guerre qui se retrouvent comme ça, à la fois dans l'émotion de l'amitié et d'une espèce de découverte, parce qu'elles ont correspondu d'abord, puis ensuite elles se rencontrent. Alors, est-ce qu'elles vont vraiment être amies après s'être rencontrées, ou est-ce que c'était une construction purement, je dirais, littéraire, quelque part, par l'échange de lettres? Il fallait donc imaginer, pour le coup, une histoire d'amitié, des journées à la campagne, donc aussi un monde autour qui est celui de cette campagne des années 1920, en Corrèze, dans un milieu bourgeois. Et là, on est vraiment dans une dimension du romanesque. Pour combler, du coup, les blancs aussi. Voilà. Oui. Tout à fait. Alors, nous allons lire je vais lire un épigraphe situé au début du chapitre 2 dans Place Monge. Alors, c'est un épigraphe de Claude Simon. Rien d'autre, donc, que ces vagues récits, peut-être de seconde main, peut-être poétisant les faits, soit par pitié ou complaisance, pour flatter, ou plutôt, dans la mesure du possible, conforter la veuve, soit encore que les témoins, ceux qui s'étaient trouvés là ou ceux qui avaient répété leur récit, se soient abusés eux-mêmes, glorifiés, en obéissant à ce besoin de transcender les événements auxquels ils avaient plus ou moins directement participé. Donc c'est un épigraphe que vous avez placé au début du chapitre 2 dans Place Monge, un chapitre nommé Jean, donc le nom de votre grand-père. Cette citation de Claude Simon, elle marque un profond questionnement sur la restitution de la mémoire, surtout quand c'est une mémoire qui est difficile à raconter. Et on a remarqué que dans votre roman, il n'y a pas de traitement graphique vraiment de la guerre ou de l'horreur. Vous placez plutôt du point de vue de ce qui reste, en traitant l'absence ou le deuil. Et on a la sensation que c'est plutôt les émotions qui vont guider la narration, et pas vraiment les faits chronologiques, les faits historiques. Est-ce qu'il vous semblait plus important de parler des conséquences de la guerre sur ce qui reste, plutôt que de parler de la guerre elle-même? Oui, tout à fait. Je crois que le fait même que le roman soit lancé par cette lettre, qui est la lettre de quelqu'un qui n'est plus au front, justement, alors qu'il va y revenir très vite, le dimanche soir, il prend le train et il y revient. Et puis, bien sûr, ensuite, il y a des lettres dans lesquelles Jean parle du front, de la guerre, mais il n'en parle jamais, il ne parle jamais des combats. Il est d'ailleurs assez souvent plutôt, il se représente lui-même plutôt dans le travail qu'il faisait, qui consistait à poser des lignes télégraphiques, ce qui était un travail d'ailleurs très important, parce que c'était tout le travail de communication militaire, un travail beaucoup plus dangereux qu'il ne le dit dans les lettres, parce qu'évidemment dans les lettres il ne veut pas inquiéter sa famille, ça c'est quelque chose qui est connu et de toutes les correspondances de guerre, donc il a tendance à minimiser les choses. Il y a certains moments où on sent bien que ça devient quand même dangereux, quand il dit on travaille que la nuit, parce que bon, on comprend bien que le jour ils sont perdus. Mais c'est vrai que les documents que j'avais et qui inspiraient le travail d'écriture ne portaient jamais sur les combats eux-mêmes. Je crois que les combats, ils ont été beaucoup décrits. L'horreur de la guerre a été beaucoup décrite par des témoins, d'abord. En tant que grand admirateur et amoureux de l'œuvre de Giono, évidemment, je prendrai pour exemple Le Grand Troupeau, mais il y en a bien d'autres, dans lesquels on va très loin quand même dans la peinture de l'horreur de la guerre.
Donc je ne voyais pas tellement l'intérêt de refaire cela en moins bien. Et ça n'était pas dans la logique du livre. La logique du livre, c'était effectivement plutôt de regarder ce qui se passait. Effectivement. Alors soit à l'arrière, effectivement, et là c'est toute la dimension du vécu de ceux qui restent, donc des familles, soit d'un soldat mais qui sort du monde de la guerre pour revenir dans le monde dit normal, et qui d'ailleurs se rend compte que ce monde normal finalement n'est plus pour lui le monde normal. Il y a cette scène où j'imagine, parce que là c'est évidemment d'imagination pure, Jean qui marche dans les rues un dimanche matin dans les rues de Paris et qui est mal à l'aise dans ces espaces vides, minéraux, alors qu'il est habitué à la boue, il est habitué aussi au danger, et là il n'y a pas de danger, mais en fait il n'arrive pas à s'habituer à l'absence de danger. Bon, donc ce sont des choses comme ça que j'ai plutôt essayé de faire sentir et de les restituer. Et puis aussi alors ce qui se passe après, parce que ça c'est un aspect important et qui est très présent dans les archives que j'avais, c'est-à-dire tout ce qui est consécutif à la mort du soldat, c'est-à-dire les lettres envoyées à la famille, qui, dans des états différents d'ailleurs, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du premier témoignage d'un camarade qui avait promis, ou il s'était promis entre eux d'écrire à la famille, parce que souvent les lettres officielles tardaient à être envoyées, donc souvent il disait si je suis tué, écris à ma famille. Donc un premier qui écrit, mais il n'écrit pas directement à la veuve, il écrit d'abord à sa propre famille, pour qu'ils avertissent, qui est du même village, pour qu'ils avertissent avec précaution la famille. Et puis ensuite, il y a une deuxième lettre qui est celle d'un sous-officier qui déjà reprend un peu le même récit, mais plus organisé, avec un peu plus de distance. Et puis à la fin, il y a effectivement, à l'autre extrémité, il y a la narration alors officielle, faite par, qui d'ailleurs là sous forme imprimée, et qui est faite dans le recueil de tous les morts, où on raconte en termes administratifs la mort au combat, la mort héroïque de chacun. Donc il y avait ces différents états de la narration de la mort qui ne sont pas donc directement les combats, mais qui en disent quand même long sur la violence. En particulier, il y a un passage que je trouve très, très beau, où ce Jean Théier, donc, qui est celui c'est ce camarade qui écrit pour annoncer la mort, ensuite il raconte en détail toute la difficulté qu'ils ont eue pour trouver du bois pour faire un cercueil, c'est-à-dire pour que ce soldat tué ne soit pas simplement mis à la fosse commune ou enterré à la va-vite. Et des choses aussi concrètes, matérielles et humbles en même temps, que la sépulture. Là on retrouve, on en parlait un petit peu ce matin, de la notion d'inhumation, mettre dans la terre, voilà, mais avec respect, avec le respect qui est apporté par le fait de ne pas être mis à même la terre, mais dans un cercueil de bois. Voilà, là ce sont des choses qui sont peut-être un peu moins disons, connues ou un peu moins racontées et qui viennent de la correspondance. Et effectivement, l'épigraphe de Claude Simon, qui est extraite de son roman L'Acacia, qui date de 1989 et qui est quand même vraiment un roman fondateur, je crois, pour tous ceux qui ont écrit par la suite sur cette guerre d'une manière moderne, dans une perspective moderne du point de vue littéraire. Dans ce roman, donc, Claude Simon, qui a perdu lui aussi son père à la guerre, est mort en 1914 dans les premiers combats, livre effectivement, dans un premier temps, une version héroïque de la mort de son père, imaginant même d'ailleurs le père adossé à un arbre, un peu comme Bayard mourant dans les livres d'histoire très anciens que vous n'avez sans doute pas connus, mais que certains ici peut-être ont connus. Voilà, le chevalier Bayard adossé à son arbre et mourant, donc c'est l'image héroïque. Et après, tout d'un coup, Claude Simon renverse complètement et il dit plus probablement, et il décrit à ce moment-là un corps qui est là avec les mouches qui viennent dessus, etc. Donc le sens de cette épigraphe, c'est celui-là, c'est la question du récit, en fait, du récit qui peut être fait, ou des récits qui peuvent être faits, parce que c'est justement la pluralité des récits. Et ce que j'ai essayé effectivement de rendre
dans mon livre, modestement, c'est aussi à travers ces différents fragments et ces différentes étapes de la narration, cette incertitude finalement, parce que en ce qui concerne mon grand-père, il y a quand même quelque chose qui est constant dans toutes les lettres, mais est-ce que pour autant c'est vrai? La question on peut toujours se poser. C'est cette fameuse phrase qui, quand j'étais gamin, mon père me l'avait racontée, et je l'ai ensuite retrouvée dans les lettres. C'est, bon, mon grand-père était lieutenant, mais le capitaine ayant été tué, on lui avait donné un peu comme ça à l'improviste le grade de capitaine, et les capitaines étaient ceux qui sortaient les premiers des tranchées dans les attaques. Ils sortaient en tête, ils n'étaient pas derrière en disant allez-y, ils sortaient en premier, et beaucoup d'entre eux se prenaient évidemment la première balle dans la tête, ce qui a été son cas. Mais la phrase épique, c'est en avant les petits gars. Voilà. Et cette phrase, elle est dans la première lettre de ce Jean Teillet. Il est mort, etc., en disant en avant les petits gars. Il était aimé de ses hommes, etc. Donc il y a tout un... Mais là, on n'est pas dans le récit qu'on a pu dénoncer ensuite, comme le grand récit patriotique. Voilà. On est dans le récit des hommes, de ceux qui sont là, qui ont vécu les choses. Et puis on retrouve quand même cette phrase après dans la lettre plus élaborée. Alors on ne la retrouve pas dans la forme finale de la lettre officielle, enfin, du texte officiel, parce que là justement c'est trop familier quelque part. Mais bon, peut-être que cette phrase n'a jamais été prononcée, mais j'ai quand même tendance à penser qu'elle l'a été parce qu'elle est dès la première version, en quelque sorte. Et c'est toutes ces questions qu'on se pose quand on essaie de reconstituer évidemment ces événements qui pour nous sont à la fois presque inimaginables, mais qui en même temps prennent une réalité concrète par les archives. On va donc enchaîner avec un autre extrait, si ça vous va. Alors ça, c'est toujours à la fin du livre. Comme ça vous laissera découvrir le début. Donc on est toujours, voilà, on est Place Monge, voilà, au début des années 2000. Et donc, on peut dire le narrateur, même s'il raconte à la troisième personne, voilà, il dit ceci. Il se souvient tout à coup des petites plaques bleues sur les immeubles parisiens, eau et gaz à tous les étages. Alors, il faut quand même revenir un tout petit peu en arrière, parce que sinon on ne peut pas comprendre. Il a trouvé dans les archives une note alors, qui date là de 1913, reçu la somme de 8 francs pour conduite du gaz de la cuisine dans la salle à manger, dans un appartement au 3e d'une maison, Place Monge numéro 3, Paris, le 15 avril 1913. Donc ça, c'est le document. Et puis donc, ça enchaîne sur le souvenir au présent. Il se souvient tout à coup des petites plaques bleues sur les immeubles parisiens, eau et gaz à tous les étages. Il essaie d'imaginer l'artisan traversant le hall, montant l'escalier, sonnant à la porte. Ils allaient se marier dans 8 jours. Il venait juste de louer l'appartement. Sans doute était-elle encore auprès de ses parents et il en profitait pour faire quelques améliorations. Il le voit ouvrant la porte à l'homme, s'effaçant pour le laisser entrer avec sa caisse à outils et ses tuyaux, lui expliquant le travail à faire. Une camionnette bleue passe dans la rue et le temps se détend violemment. Les personnages deviennent minuscules. Il peut encore voir l'artisan assis à la table de la salle à manger, écrivant le reçu, puis ils disparaissent. Merci. Donc dans l'extrait que vous venez gracieusement de lire, on peut remarquer qu'il y a le pronom « il », mais ce « il » se rattache une fois au grand-père, une fois au petit-fils, c'est-à-dire au narrateur. Et en fait, ça ajoute une forme de confusion pour le lecteur. Elles sont comme deux personnes différentes, l'auteur et le personnage. On se demandait pourquoi ne pas avoir utilisé le « je », tout simplement. Est-ce une forme de mise à distance, peut-être de pudeur aussi? Probablement. Je vais dire oui, puis passons à la question suivante. Mais je n'ai pas le droit, je vais jouer le jeu. Vous donnez la bonne piste, probablement, et ça n'est pas moi non plus qui ai inventé
ce type de détour. Hein. Je crois que la question du jeu, elle est toujours problématique. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un livre que j'ai écrit dans l'idée d'une écriture de soi, d'une histoire du moi, pour reprendre, mais quand même plutôt dans l'idée d'une écriture d'autrui, de l'autre, hein, de cet autre en particulier, ou de ces autres, hein, qu'ont été en l'occurrence Jean et Gabriel, donc le moi évidemment il est là à l'arrière-plan, mais il ne doit pas avoir trop d'importance, il ne doit pas encombrer en quelque sorte hein, l'espace du texte. Et il m'a semblé que le il qui est venu très spontanément, c'est pas non plus un long calcul, voilà, pesant le pour et le contre, est-ce que ça va être il ou je ou il. Bon, on sait bien que cette question du choix entre le je et il, c'est pas Isabelle Sersac, spécialiste de Proust, qui va me contredire, et couvre quand même des enjeux considérables et à causer bien des réflexions. Mais voilà, chacun la reprend à sa manière. Donc, en fait, c'est venu, en ce qui me concerne, assez spontanément. Je pense que c'est venu aussi, on parlait tout à l'heure de Claude Simon, mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, et pas simplement, comme je l'ai exprimé ce matin, quand j'avais mon autre statut de chercheur, d'universitaire, pas simplement sur le plan de la recherche, mais bien sûr sur le plan de l'écriture aussi, ça ne peut pas être dissocié. Et donc Claude Simon, par exemple dans l'Acacia, justement, c'est lorsqu'il parle de son expérience de 1940, c'est le brigadier, c'est il, etc. Et je crois que ça obéit un peu, même beaucoup, en tout cas ça relève des mêmes ressorts. Et ce que je trouve intéressant dans la manière dont vous avez posé la question, c'est que vous soulignez quelque chose qui, pour le coup, n'est pas quelque chose dont j'ai été ouvertement conscient, mais que j'ai ensuite perçu en me relisant. Hein. C'est qu'effectivement, ça crée à ce moment des ambiguïtés. Hein. Et alors, ces ambiguïtés, l'ambiguïté, ça peut être un défaut, c'est-à-dire ça peut créer un problème de communication. De qui parle-t-il, hein. À certains moments, il peut y avoir, pour les lecteurs, j'en suis conscient, une hésitation. Est-ce que c'est encore Jean ou est-ce que c'est déjà le narrateur, celui que j'appelle le narrateur à la troisième personne. Mais précisément, cette ambiguïté-là, je la trouve au contraire féconde, parce qu'elle tend effectivement à nous superposer. Hein. C'est-à-dire que je crois que quand on écrit sur des ascendants comme cela, c'est-à-dire dans lesquels il y a un investissement d'imaginaire, pas simplement donc une mémoire, mais un investissement d'imaginaire, d'affectif, parce qu'évidemment ça passe aussi entre les deux, par le père, etc. Je crois que voilà, c'est aussi le sens du travail de Jean Rau, bon, et d'autres certainement. Quand on est dans ce processus-là, les identités ne sont plus des identités absolument séparées, mais des identités qui sont incertaines, qui sont floues et qui ont tendance à empiéter les unes sur les autres. Alors si on fait je et il, là on est dans le schéma de la communication, je dirais canonique. Voilà, il y a celui qui parle et celui dont il est question. S'il y a deux il, alors qui parle de qui? Là c'est beaucoup plus intéressant sur le plan littéraire. Oui. Est-ce que c'était une façon aussi peut-être de rendre le récit universel, d'une certaine manière? Oui. Cette notion d'universel me plaît bien aussi. Elle me renvoie aussi à Claude Simon. On n'arrivera pas à échapper à Claude Simon. Et Claude Simon, dans des entretiens, citait souvent cette phrase. Alors, généralement, il disait « Gide, que je n'aime pas beaucoup », a une phrase quand même dans laquelle je me reconnais complètement, donc « atteindre à l'universel en approfondissant le particulier ». Alors, histoire du moi, histoire du monde. Hein, là, on est vraiment dans le sujet. Et voilà, donc je crois qu'effectivement, c'est valable pour tout ce type de littérature qui est entre une histoire familiale, personnelle, mais surtout familiale, et donc qui rencontre la grande histoire, c'est que, en fait, en parlant de son expérience personnelle, du fait même qu'elle croise
du collectif. On rencontre, et c'est vérifié souvent d'ailleurs ensuite quand on rencontre des lecteurs, des vrais lecteurs, enfin des lecteurs concrets, on rencontre toutes sortes d'autres histoires, alors particulièrement en ce qui concerne la guerre de 14. Enfin, je crois que tous ceux qui ont publié des livres sur la guerre de 14 et qui ont fait ensuite des rencontres avec des lecteurs ont été frappés par le fait que beaucoup de gens ont dans leur grenier des lettres dont ils ont fait quelque chose, dont ils n'ont rien fait ou dont ils voudraient faire quelque chose, mais qui en tout cas comptent pour eux. Et sur ce plan, effectivement, alors, dans cette logique-là, le « il », dans la mesure où c'est la non-personne, hein, comme disent les grammairiens, donc c'est pas moi personnellement, mais ça peut être aussi toute autre personne. Et justement, en lisant vos œuvres, donc en lisant Placement, J'ai les pas de l'ombre, on a une structure du récit qui nous mène dans une recherche dans le temps, en fait, avec des allers-retours entre le passé, le présent, entre les différents lieux aussi, entre Jean et Gabriel, qui est l'un à Paris, l'autre à la campagne, et puis il y a un balancement dans les pas de l'ombre avec Pierre, votre père, et puis les lettres qu'il envoie à ses grands-parents. Et les liens qui unissent ces personnes, en fait, ce sont les documents. Ils sont insérés par petits morceaux, un réassemblage, une enquête menée au sein de l'histoire familiale, comme s'il y avait une reconstitution de l'histoire manquante dont vous parliez un peu, vous avez évoqué un peu au début, dans les premières questions. Et ça donne parfois un aspect fragmentaire au récit, pas dans le mauvais sens du terme, hein, dans le bon sens. En tant que lecteur, on s'est un peu posé la question de savoir ce qui avait déclenché cette écriture. En fait, vous nous aviez parlé de la lettre, mais est-ce que c'était le seul facteur, ou est-ce que ça a été, par exemple, votre rencontre avec Claude Simon qui s'est fait dans le même immeuble dans lequel vous parlez d'emplacement? Oui, alors la rencontre avec Claude Simon a été... la rencontre, il faut prendre le mot rencontre là dans un sens qui n'est pas simplement la visite au grand écrivain, que j'ai faite à plusieurs reprises et qui est toujours une expérience qui reste, même si on en a parfois plaisanté à l'époque de la mort de l'auteur, dans le genre où à parler, on avait tendance à ironiser sur cette espèce de dévotion. Bon, enfin, moi personnellement, c'est quelque chose qui a toujours compté pour moi. En tout cas, je l'ai vécu avec Claude Simon. Mais là, c'est autre chose. C'est une autre nature. C'est pas simplement le fait de rencontrer celui qui a écrit un certain nombre de livres qu'on admire. C'est aussi la rencontre au sens de la coïncidence. C'est le sens de la coïncidence. Et là, c'est quelque chose quand même de plus particulier, d'un peu exceptionnel même, il faut quand même le dire, pour le coup. C'est qu'effectivement, pour résumer les choses, hein, je savais depuis longtemps que mon père était né place Monge. Donc, puisqu'il m'avait raconté effectivement que quand il était né, ses parents habitaient là, depuis pas longtemps d'ailleurs, puis après très vite son père est mort, et ensuite il a été élevé par sa mère, puis par ses grands-parents en Corrèze. Donc je savais, évidemment, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser par Claude Simon, qui en plus m'a été quand même donné par mon père aussi. Je me souviens d'un exemplaire de La Route des Flandres qu'il m'a donné quand j'étais au début de mes études universitaires, et qui est un exemplaire d'ailleurs dédicacé par Claude Simon, mais non pas directement dans une rencontre, mais parce que c'était une édition de La Route des Flandres qui était offerte en fait à ceux qui étaient abonnés à l'Express, qui était un magazine à l'époque très lu, qui n'avait pas grand-chose à voir d'ailleurs sur le plan, y compris politique, avec ce qu'est l'Express aujourd'hui, qui était un magazine assez nettement à gauche et qui était pas mal lu par les intellectuels. Et donc, lorsque La Route des Flandres est sortie, La Route des Flandres a eu le prix de l'Express, et l'Express avait donc proposé à ses abonnés un exemplaire de La Route des Flandres relié et signé par Claude Simon. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a été donné par mon père. C'est comme ça que j'ai découvert La Route des Flandres. Et il m'avait dit, si tu veux savoir exactement ce que j'ai vécu en mai 1940 face à l'armée allemande, dans cette terrible débâcle de l'armée française en mai-juin 1940, lis ça, c'est exactement ça que j'ai vécu. Bon, ce qui d'ailleurs allait à l'encontre évidemment de tout ce que
on avait pu dire sur, on a déjà évoqué ça plusieurs fois, sur le fait que la littérature ne doit pas renvoyer au réel. Alors là, au contraire, c'était un témoignage, un de plus, de la profonde vérité sensible et sensorielle de l'expérience relatée par Claude Simon, grâce évidemment à son travail d'écriture. Donc ça, je savais. Donc il y avait déjà là, évidemment, des éléments quand même de rencontre. C'est-à-dire que j'ai aimé Claude Simon à cette époque-là déjà. Bon, je ne suis pas non plus complètement tombé dans Claude Simon à ce moment-là. C'était un peu plus tard, en lisant les Géorgiques, au début des années 80, mais peu importe. Donc je savais quand même que mon père était né sur la place. J'ai su après que Claude Simon habitait Place Monge, parce que ça, je ne l'ai su que quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à Claude Simon. Donc déjà, c'était... Et puis, donc, c'est ce qui est raconté dans le livre que j'ai lu tout à l'heure, effectivement, en cherchant, en errant dans ces archives familiales, je suis tombé sur cette petite note, parce que mon père ne savait plus, je l'avais interrogé, évidemment, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais dans quel immeuble de la Place Monge? Quand même, je me disais, quand même, c'est assez vaste, la Place Monge, si vous connaissez. Mais bon, il n'était même pas venu à l'idée que ça puisse être dans le même immeuble que Claude Simon. Et bien, cette note attestait que c'était bien aux 3 Place Monge, où se trouve effectivement l'appartement de Claude Simon. Et là, je reconnais qu'il y avait une espèce de coup de force, là, je dirais du hasard, qui ne pouvait presque plus être considéré comme un hasard, mais comme une espèce de coïncidence presque miraculeuse. Et je pense que ça a joué un rôle. C'est pas pour rien que le livre commence Place Monge, qu'il s'intitule Place Monge, qu'il y a effectivement ces épigraphes de Claude Simon, qu'à la fin, même si c'est très allusif, tellement allusif que peut-être certains ne le voient pas, mais c'est pas grave. C'est effectivement une visite à Claude Simon qui est racontée, une des visites que j'ai pu faire. Comment ? On l'avait compris. Voilà, non, mais voilà, mais vous êtes un public et un lectorat éclairé, affûté. Mais je reconnais que parfois, comme ça n'est pas dit, parfois on ne peut pas le voir. Donc, voilà, c'est en ce sens-là que, c'est un des aspects par lesquels, effectivement, ce livre, et ces livres, parce que c'est vrai pour les suivants aussi, sont dans une forme de rencontre avec Claude Simon. Et il y a aussi autre chose qui est quand même une circonstance encore aggravante, je dirais. C'est que quand même, non seulement mon grand-père et le père de Claude Simon ont eu le même destin, malheureusement partagé par beaucoup d'autres dans les guerres de 14-18, mais j'ai fait allusion ce matin au fait que Claude Simon avait perdu donc, à 9 ans sa mère de maladie. Mon père a perdu à 11 ans sa mère d'une tuberculose. Donc cette veuve de guerre a eu, c'est pour ça que je disais ce matin que ces veuves de guerre avaient parfois développé comme ça des maladies, peut-être que le chagrin avait en tout cas accéléré. Ça a été aussi le destin de ma mère, et donc mon père était un orphelin d'un père tué à la guerre et d'une mère morte de maladie quelques années après. Donc là, la coïncidence était quand même... il y avait des accumulations, des strates supplémentaires de coïncidence. Et c'est quelque chose qui ne peut que susciter à la fois l'étonnement, une forme de stupéfaction, et en même temps aussi quoi en faire, que faire avec ça. Parce que j'avais pas non plus... mon idée n'était pas de courir partout en disant, vous vous rendez compte, mon père est né dans la maison où vit Claude Simon, et son destin a été tellement proche de celui de Claude Simon. Et en même temps, j'avais envie d'en faire quelque chose. Donc là, il y avait une sorte de nécessité intérieure de construire autour de cet ensemble de coïncidences très, très émouvantes et très frappantes un livre ou une suite de livres, voilà, qui mettent effectivement toute cette histoire. Alors non pas sous la forme d'un récit suivi, mais plutôt dans une construction non strictement chronologique, même si elle l'est en partie, puisque Place Monge, effectivement, c'est autour de grand-père, vous l'avez dit, pas de l'ombre autour du père, mais après à l'intérieur, ça circule. Et ça, sans doute aussi, bien sûr, le fait que la chronologie n'est pas obligatoirement le meilleur moyen de rendre compte de la mémoire et du vécu, c'est une idée, certes, pour laquelle Claude Simon a fortement joué aussi, parce que c'est au cœur de son... Voilà. Après, je crois que du point de vue du style, par exemple, il y a énormément d'écarts, et je pense
pense être assez loin de Claude Simon sur ce plan-là. Mais en revanche, par bien des aspects, il y a effectivement ce caractère quand même déterminant. Oui. Dans Les Brisés, il s'agit d'une autre configuration, puisque vous ne parlez plus de votre famille, mais de vous, en fait. On a la sensation un peu d'une écriture au fil de la pensée. Est-ce que c'est le cas, déjà ? Et est-ce que le processus d'écriture a réveillé les souvenirs qui sont racontés dans Les Brisés ? Alors, j'étais pas du tout parti au départ sur l'idée d'une trilogie, où j'étais parti sur l'idée d'écrire Place Monge, d'écrire cette histoire de mes grands-parents. Et en fait, je me suis rendu compte évidemment que dans Place Monge, il y avait une figure de l'orphelin, du survivant. C'est-à-dire, j'ai réalisé que, parce qu'il faut ajouter au tableau quand même assez nettement tragique, aussi la mort d'une petite sœur de mon père, qui meurt donc en 1919, à 3 ans. Donc voilà, il faut imaginer cette Gabrielle qui a perdu son mari en 1918, qui perd son fils, sa petite fille en 1919. Et finalement, de ces 4 personnes qui constituaient le sorte de noyau familial, le père, la mère, le petit garçon et la petite sœur, il n'en reste plus qu'un. C'est effectivement mon père. Donc il était dans Place Monge parce que dans les lettres de Jean, il y a beaucoup de références à Pépé, comme il l'appelle. On adorait les diminutifs à l'époque, donc Petite Pierre. Et voilà, il s'inquiète de son Noël, s'il a bien eu le cadeau, etc. Enfin bon, il est très présent par là. Donc je l'ai mis en scène aussi dans des scènes beaucoup plus imaginaires ou fictionnelles, voilà, avec sa mère, etc. Et donc c'est un personnage que je ne pouvais pas laisser là, je ne pouvais pas le laisser dans ce statut d'enfant. Et puis il y avait à l'autre bout, tout ça c'est 2007, 2008, 2009, et mon père est mort en 2009, donc c'est vraiment l'extrême fin de vie de mon père. Donc il y avait ce petit enfant survivant là, de Place Monge, et puis il y avait mon père, bien réel là, mais très, très âgé. Et donc il fallait, il y avait une sorte de, enfin c'était pas du tout une obligation morale, mais c'était un besoin de continuer cette histoire pour essayer de rapprocher les deux. D'où les pas de l'ombre qui effectivement en fait prolonge Place Monge, puisqu'on repart de l'immeuble de la Place Monge au début pour plonger dans le quartier latin des années 30, où mon père avait été étudiant à la Sorbonne, et là il y avait beaucoup de récits sur cette époque. Mon père racontait volontiers, et bien d'ailleurs en plus, beaucoup de choses, donc j'ai beaucoup puisé dans les pas de l'ombre des récits de mon père, et restituer donc cet étudiant des années 30 dans une période qui m'a toujours fasciné, parce que c'est une période, du point de vue du roman, c'est une sorte d'âge d'or du roman, mais c'est en même temps du point de vue historique une période dans laquelle il y a en gestation et dans des choses terribles, donc c'est une période très, très exaltante, très exaltée à bien des égards aussi, et dont j'ai eu comme ça, sur laquelle j'ai eu des lumières par le biais de témoignages directs, qui était celui de mon père. Voilà, après le livre s'est construit par l'évocation de la guerre à travers sa correspondance de prisonnier, non sans être remonté aussi vers ses années de collège, voilà. Donc, évocation du père. Et là, à la fin des pas de l'ombre, j'avais tenté une évocation de mes rencontres avec mon père très âgé. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, je ne sais pas, mais c'est voilà, un petit peu à travers aussi le mythe, voilà, à travers le mythe d'Énée et d'Anchise, qui m'a toujours paru une image. Je ne veux pas vous allez en reparler ou pas? On va en reparler, mais... Voilà, d'accord. Non, mais de toute façon, c'est juste une étape dans mon propos. Donc voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la fin, évidemment, des pas de l'ombre m'a mené vers le présent, et donc vers moi, en fait. C'est-à-dire que progressivement,
je me suis approché, alors est-ce un effet effectivement, ce que vous appeliez tout à l'heure une forme de pudeur, c'est pas écrire directement sur soi, mais au bout de compte s'en approcher progressivement par les générations. Et il y a un moment, mais c'était pas du tout quelque chose d'évident, et ça aurait pu ne pas être, mais je me suis dit effectivement, peut-être là maintenant il va falloir un peu se démasquer, même si ça reste quand même à la troisième personne. Vous l'aurez sans doute noté. Mais bon, évidemment, c'est une troisième personne qui est de plus en plus transparente. Et en même temps, il ne s'agissait pas du tout non plus d'une dimension autobiographique, au sens où, comme je disais ce matin, il s'agirait de raconter sa vie. De même que je n'ai pas raconté non plus intégralement, bien sûr, la vie de mon père ni celle de mes grands-parents. Mais de quoi pouvait-il s'agir? Tout simplement, en fait, peut-être de raconter comment j'en étais arrivé à Placement Géopas de l'Ombre. Et là, je suis frappé d'ailleurs par le fait que ce parcours qui consiste à remonter à l'ancêtre, la guerre de 14, passer par le père, et finir par une interrogation sur, une méditation sur ce qui fait qu'on arrive à écrire, est très analogue, celui de Jean Roux. Et en même temps, c'est étrange parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans une influence directe, puisque j'ai lu évidemment dès le début l'œuvre de Jean Roux, en particulier les premiers livres. Donc, ils étaient là, certainement, ils tapissaient mon imaginaire, ma mémoire. Mais c'était au début des années 90. Moi, j'écris ça, voilà, je suis. Lui a été sans doute le premier de notre génération, mais moi, je suis peut-être un des derniers. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, parce qu'après, bon, la guerre de 14, on va plus vouloir en entendre parler pendant 10 ans, parce qu'on a eu 4 ans intenses. Mais enfin, en tout cas, voilà, j'y viens relativement tard. Et en même temps, il y a d'autres, évidemment, des influences importantes, comme Claude Simon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a effectivement ce mouvement qui est probablement un mouvement assez logique, qu'on doit peut-être trouver d'ailleurs encore chez d'autres, et qui ne se fait pas par référence ou par influence, mais qui se fait parce qu'on retrouve le même cheminement, en fait, plutôt par coïncidence. Là aussi, je crois beaucoup aux coïncidences. Il peut y avoir aussi des coïncidences, y compris avec les contemporains. Et donc, voilà, il s'agissait en fait effectivement d'essayer de recomposer à partir, alors, pour le coup, de l'événement qui est la disparition de mon père, d'aller sur mes brisés, c'est le titre que j'ai finalement trouvé, qui n'était pas le titre au début, mais que j'ai trouvé au sens des brisés, c'est-à-dire les traces. Les brisés, c'est des branches qu'on casse pour marquer la trace d'un animal dans une forêt, pour la retrouver ensuite. Et donc c'est cette manière de rechercher les traces de la construction d'une sensibilité, je dirais, pas simplement donc d'un rapport à l'écriture, mais d'un imaginaire, d'une sensibilité qui passe par un certain nombre d'expériences d'enfance, dans la campagne, qui passe par l'expérience aussi de lecture, bien sûr, et puis finalement, différentes étapes que j'ai rapidement essayé de reconstituer d'un passage à l'écriture pour en arriver finalement à ce qui est, je dirais, une entrée dans l'écriture, dans la publication, c'est-à-dire le fait on ne devient écrivain que quand on publie. C'est pas quelque chose de simple, à aucun point de vue, ni du point de vue de l'écriture, ni du point de vue évidemment de l'édition. Donc et en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui est venu relativement tard. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui m'interrogeait aussi. Comment j'en suis arrivé là, et peut-être aussi pourquoi de manière assez tardive. D'où, au bout du compte, ces 3 livres, mais qui n'étaient pas conçus au départ comme une trilogie. Tous les documents qui sont rassemblés dans le livre dont on a parlé, donc des poèmes, des notes, des lettres, sont des documents réels, mais comment les avez-vous choisis en fait? Comment avez-vous choisi ceux-là et pas des autres? Alors, en ce qui concerne, parce qu'effectivement, c'est compliqué, les lettres, j'en ai quand même pas mal. Bon, il n'y a pas toute la correspondance de Jean, enfin tout de Jean et Gabriel. Il y en a sur une période donnée, qui est relativement limitée. Alors, je ne sais plus les dates en tête, mais je les indique. Alors qu'il y en avait vraiment beaucoup d'autres, mais qui ont dû se perdre. Donc là, c'était un peu plus facile, encore que c'était des lettres écrites avec une écriture très petite, très serrée. Bon, j'ai transcrit tout ça, en fait. Je l'ai transcrit, j'ai tapé à l'ordinateur pour pouvoir
Ensuite, vraiment les avoir sous les yeux et pouvoir y procéder effectivement à des découpes. Après, en ce qui concerne les lettres de Stalag, donc de camp de prisonniers de mon père, là, en revanche, il y en avait énormément, parce qu'il y a toutes les lettres de 40 à 45, jusqu'à sa libération. Alors, elles sont assez brèves, en principe, puisqu'elles étaient, de toute façon, sur des petits formulaires préimprimés, ils n'avaient pas énormément de place. Elles sont parfois un peu répétitives, souvent ils demandent qu'on lui envoie du chocolat, des chaussettes, enfin voilà, mais ça fait partie aussi du caractère très concret de ce qu'est le statut de prisonnier de guerre. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus émouvantes, beaucoup plus originales, hein, sur ses lectures, ou sur la manière dont il voit aussi la nature, ou sur la manière dont il voit l'avenir aussi, ce qui n'est pas simple quand on est en 40, en 41, en 42, et qu'on dit peut-être l'an prochain, etc. Bon, cette guerre sera finie. Donc tous ces lettres, je les ai aussi tapées à l'ordinateur. Ce qui m'a permis ensuite d'avoir effectivement une disponibilité de ce matériau pour pouvoir y travailler, puisque je les ai souvent cités par fragments assez brefs et regroupés pour montrer justement à la fois les différents aspects et puis une évolution aussi, et en intercalant évidemment des éléments narratifs. Je pense par exemple je prends un exemple concret, mais il y a une lettre où mon père dit qu'on est un peu vers la fin de la guerre, et il dit que donc il travaillait dans une usine en Allemagne, et le soir il devait rentrer dans ce qu'on appelait un commando, c'est-à-dire des baraquements gardés par les Allemands, où là il y avait une vie collective, hein, de chambrée qu'il m'a très souvent raconté. Et donc ils étaient escortés par des soldats allemands jusqu'à l'usine et raccompagnés le soir. Et à un certain moment, on ne les a plus escortés parce qu'en fait, on arrivait vers la fin de la guerre, on avait besoin de troupes évidemment au front, et on n'allait pas immobiliser les soldats pour simplement conduire des prisonniers à l'usine. À ce moment-là, on les a laissés aller à l'usine seuls. Et à ce moment-là, donc mon père le dit, alors il dit ça me fait perdre quand même une demi-heure de sommeil le matin, mais en même temps, j'ai l'illusion de la liberté. Et du coup, ça m'a inspiré comme ça quelques lignes où tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'être avec lui, hein, c'est-à-dire de sentir, je l'ai imaginé comme ça un matin de juin, allant, parce que je savais aussi que c'était quelqu'un qui aimait la nature, qui aimait la promenade, et j'ai imaginé tout d'un coup vivant une espèce de moment de bonheur, hein, dans une situation qui était quand même loin d'être heureuse, mais une espèce de brève parenthèse de bonheur. Et là, c'est un moment évidemment imaginé, mais inspiré par le texte, par l'archive. Alors donc, la trilogie Place Mange, Les Pas de l'Ombre, Les Brisés raconte à chaque fois l'histoire de l'un des membres de votre famille. Donc Place Mange, donc on l'a dit, c'est vos grands-parents. Les Pas de l'Ombre, c'est celle de votre père. Et Les Brisés, enfin, c'est la vôtre. Selon Dominique Viard, dans la littérature française au présent, voilà. On a quelques échos avec... ouais, Dominique Viard nous suit, je crois. Alors, le récit de l'autre, le père, la mère ou tel aïeul, est le détour nécessaire pour parvenir à soi. Êtes-vous d'accord avec cette citation, et est-ce que vous pensez que ça peut s'appliquer pour vous, puisque vous avez écrit Place Mange d'abord pour écrire Place Mange, mais petit à petit, est-ce que ça vous a pas amené à écrire sur vous dans Les Brisés ? Oui, je pense que ce qu'écrit Dominique Viard est difficilement contestable en réalité, même si on a toujours quelques réticences à constater que dans le fond, tout ça est à certains égards prévisible, mais c'est pas grave en même temps. Je crois que personne n'est unique, et on est dans des processus émotionnels, des processus de quête de soi-même qui sont des processus tout simplement humains, et il est normal qu'ils ne soient pas uniques. Voilà. Alors après, pour nuancer un petit peu et personnaliser un petit peu davantage les choses, parce que justement l'intérêt c'est, voilà, moi je suis universitaire, moi aussi, comme Dominique Viard, que je connais bien, donc je sais que notre travail c'est justement de chercher ce qui est commun, ce qui ressemble, donc de créer des catégories qui permettent de regrouper
Après, il y a un moment aussi, et c'est l'intérêt de travailler sur des auteurs singulièrement, on voit aussi tout ce qui fait qu'à l'intérieur de certaines catégories, il y a en même temps des choses très très différentes et des parcours qui sont singuliers. Et en ce qui me concerne, ce chemin en fait vers soi-même, je dirais qu'il n'a pas complètement commencé avec Place Monge. Et là, je voudrais faire référence en fait à un texte qui a été commencé avant Place Monge et qui à l'époque s'appelait La Route, et dans lequel les premières pages décrivaient un personnage anonyme qui un matin fermait la porte de sa maison, jetait la clé dans l'herbe, comme le dit le texte, et partait sur une route. Voilà. Et donc j'avais pris beaucoup de plaisir à écrire cette marche de ce personnage dans la campagne, dans un matin comme ça un peu pluvieux. Et puis ce personnage, à un certain moment, était pris en autostop par deux autres personnages qui passaient en voiture et qui l'accueillaient dans une grande maison, ces maisons qui m'ont toujours un peu fait rêver, ces maisons dans la campagne, hein, avec des odeurs de vieux feu et d'humidité, voilà, donc, dans lesquelles on peut boire d'excellent whisky au coin du feu. Et donc, voilà, et j'en étais là de mon histoire, et pour moi, c'était, voilà, j'aurais voulu que ça aboutisse à un roman, parce que voilà, avant tous ces livres-là, évidemment, j'ai écrit d'autres choses qui n'ont pas abouti ou qui sont restés, ou qui étaient des textes épars. Donc celui-là, je me suis dit, là, je vais essayer d'aller au bout de cette route. Et puis non, je me suis dit, en fait, dans cette maison, le récit s'est arrêté. Hein. Enfin, vous qui travaillez en création littéraire, vous connaissez ce problème. Donc je suis resté vraiment... donc je me suis dit, ça y est, ça recommence. Ça ne va pas aller plus loin. Le personnage va rester là, mais qu'est-ce que je vais lui faire faire? Et je ne le trouvais pas, donc j'ai laissé tomber. Et donc, voilà, quelques temps sont passés. Et puis c'est à ce moment-là que s'est produit l'effet Place Monge et que donc j'ai écrit Place Monge. Et en réalité, ensuite, j'ai repris, finalement, après avoir écrit Place Monge, j'ai repris la route parce que je me suis dit, c'est reprendre la route vraiment dans tous les sens du terme. Hein, et parce qu'évidemment, cette route sur laquelle un personnage partait, c'était quand même aussi implicitement dans le texte le départ dans l'écriture. Enfin, c'était assez transparent de ce point de vue. Et je l'ai repris et j'ai continué. Mon personnage est allé un peu plus loin. L'histoire a commencé à se construire entre mon personnage donc de voyageur et puis ces deux personnes, cet homme et cette femme qu'il avait accueillis. Ils ont commencé à prendre de la consistance et puis à nouveau blocage. Hein, voilà. Et donc dans ces cas-là, hein, c'est un conseil que je donnerai et qui a été donné par d'autres avant moi. Il ne faut pas s'obstiner. Hein, voilà, il vaut mieux essayer de partir sur autre chose. Et donc j'ai écrit Les Pas de l'ombre à ce moment-là. Et puis finalement, j'ai repris une dernière fois la route et c'est devenu finalement L'hiver en Arcadie, qui est le troisième roman que j'ai publié, où là effectivement le personnage va jusqu'au bout et l'histoire se construit. Et c'est effectivement le premier livre vraiment de pure fiction, si je puis dire, que j'ai écrit. Et vous voyez, il avait été commencé avant Place Monge. Et c'est quand même intéressant, c'est pas simplement anecdotique, c'est quand même intéressant parce que justement par rapport à la question que vous posiez, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en arrive à parler de soi, je dirais aussi comment est-ce qu'on en arrive à écrire, c'est-à-dire à arriver au bout, parce que la meilleure manière qu'on ait de parler de soi, je pense que c'est d'arriver à un livre achevé. Que ce livre parle ou pas explicitement de nous, peu importe, de toute façon il parle de nous. Donc malgré tout, je pense que effectivement, le fait de travailler dans Place Monge, puis dans Les Pas de l'ombre, sur des histoires qui sont attestées avec des archives, c'est quelque chose qui m'a aidé, parce que quelque part l'histoire était déjà inventée, elle était écrite. Hein. Après, je ne veux pas dire qu'il n'y avait plus qu'à l'écrire, parce que justement, ce n'était pas du tout ça. Il fallait au contraire tout construire, tout écrire, tout le travail commençait. Mais il n'y avait plus à construire une fiction. Et ça, c'est quelque chose que depuis, je crois avoir un peu appris à faire, c'est-à-dire que je n'ai plus les mêmes
panne d'écriture sur de la fiction dans les livres suivants, encore que parfois oui, hein, c'est quelque chose qui reste. Construire une fiction quand on ne l'a pas construite au préalable, ce qui est mon cas, parce que je suis incapable, c'est quelque chose qui a été dit aussi, je crois, tout à l'heure par Michel Julien, on peut écrire une fiction quand on sait déjà ce qui va se passer, c'est effectivement mort depuis le départ, parce qu'on n'a plus du tout de désir de l'écrire, mais en même temps c'est extrêmement risqué d'écrire une fiction dont on ne connaît pas la trame, parce que ça veut dire qu'à tout moment on peut tomber en panne. Donc ça c'est un problème qui reste. Mais donc de ce point de vue, l'écriture de type mémoriel, non seulement elle présente effectivement, comme vous l'avez souligné à travers Dominique Viard, cet avantage de nous conduire effectivement peut-être vers une expression ou une interrogation sur soi-même, une méditation sur son propre parcours, ça s'est vérifié effectivement, mais elle nous aide aussi à passer ce cap peut-être, en tout cas moi elle m'a aidé à passer ce cap de la construction d'une fiction, sachant que la fiction est aussi, je ne suis pas le premier à le dire, une manière vraiment de parler de soi. Alors, tant qu'on parlait des pas de l'ombre, vers la fin du roman, il y a un parallèle entre le récit d'une de vos visites à votre père dans ce qui semble être peut-être une maison de retraite ou voilà. Et en parallèle de ça, il y a le récit comme une réécriture du départ d'Énée à la fin quand Troie est en flammes et mis à sac par les Grecs. Et il y a cette citation de l'Énéide où Virgile dit qu'en gros, on va avoir comme une fusion du père qu'on porte comme un manteau et dont on ne sent même plus le poids. Et vous redites ça dans ce passage qui décrit la guerre de Troie. Et on a l'impression que les deux personnages, le père et le fils, fusionnent et partent dans le paysage comme un seul être en fait. Et donc bon, il y a ce petit passage, Créeuse et Ascagne marchent derrière l'être bicéphale et vaguement fabuleux en se tenant la main. Alors du coup, cet être bicéphale dans ces trois romans, est-ce que ce n'est pas peut-être le pronom il qui est le même à la fois pour vous, pour votre grand-père et pour votre père? Et du coup, est-ce que ce pronom il, c'est la fusion de ces trois personnages peut-être? Oui, je crois que ce que vous dites prolonge effectivement ce qu'on a dit tout à l'heure sur cette question des identités, et du coup l'identité devient triple, hein, puisqu'il y a effectivement trois générations. Ce sont quand même effectivement les générations vraiment, ça c'est quelque chose que dit Jean Rouault, qu'écrit Jean Rouault sur le fait que finalement, bon, au-delà des grands-parents, ça devient plus flou. Hein. Moi, en ce qui me concerne, c'est pas tout à fait vrai parce que mon père ayant été élevé par ses grands-parents, il m'a beaucoup parlé d'eux. Je ne les ai pas connus, mais ils sont très nets pour moi. Et non seulement parce qu'il y a des photos, mais aussi parce que j'ai beaucoup de récits sur eux. Mais c'est un peu particulier, c'est parce que en fait, les parents de mon père ayant disparu prématurément, ce sont les grands-parents qui ont pris la place. Du coup, ils me sont proches. Mais c'est vrai que fondamentalement, il y a quand même cette question, bon, c'est plutôt les trois niveaux générationnels. Je pense que... Alors, je suis très intéressé par le rapprochement que vous avez fait entre effectivement cette figure d'Énée portant Anquise et la dualité du il. Ça c'est très bien vu. Je n'avais pas pensé. Et alors du coup, ça devient une trivialité. Parce que quelque part, voilà, mon père porte aussi son propre père sur ses épaules. Hein, voilà. Alors, pourquoi avoir introduit parce que justement, c'est quelque chose qui est, c'est juste ce que vous dites. En même temps, c'est quelque chose qui est effectivement difficile à évoquer. Tant qu'on est dans la relation à des êtres qu'on n'a pas connus et qui ne demandent finalement dont on aspire à ce qu'ils prennent une consistance, à ce qu'ils s'incarnent, comme j'ai pu le dire pour Gabriel et Jean, donc mes grands-parents, hein, que je n'ai évidemment pas connus, et que grâce à l'écriture, je crois, j'ai l'impression d'avoir connu. Là, on est dans quelque chose qui reste malgré tout un processus relativement facile, je dirais, psychologiquement. C'est-à-dire qu'on a tout à gagner. C'est finalement enrichir sa propre vie
et c'est sa propre vie affective, en rapprochant de soi des êtres qui sont quand même proches. Les grands-parents, c'est proche. J'aurais dû les connaître, hein, voilà, et bien même. Donc voilà, là il y a un bénéfice, je dirais, affectif qui est immédiat. Parler de son père dans sa jeunesse, c'est un peu pareil, parce que la jeunesse de nos parents, hein, je le dis je crois quelque part dans le livre, c'est quelque chose d'assez mystérieux, hein, nos parents avant nous. Ce sont presque des personnages. Hein, alors, on en sait plus ou moins sur eux, on a des photos, des récits, plus ou moins, selon la prolixité ou pas, ou la pudeur, ou le secret. Donc, mais de toute façon, c'est quand même toujours quelque chose qui est largement fait d'imaginaire. Quand on arrive à la relation aux parents dans le présent, hein, qui sont, surtout quand on écrit entre 50 et 60 ans, évidemment, qui sont fatalement des parents âgés, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui, effectivement... alors, d'autant plus compliqué quand la situation, effectivement, est elle-même difficile. Vous avez fait référence, effectivement, à cet univers, quand même, dont on parle beaucoup, qui est un univers... on dira compliqué, puisqu'aujourd'hui c'est l'adjectif qu'on utilise pour dire les choses difficiles, ou voilà, c'est compliqué, c'est un univers dur, hein, voilà. Et ce qui m'a toujours beaucoup frappé d'ailleurs, hein, c'est que je crois que c'est un peu en revoyant un peu toute cette histoire, à quel point l'histoire de mon père, ça a été quand même finalement le pensionnat à Tulle, hein, en Corrèze, le camp de prisonniers et finalement la maison de retraite. Voilà. Ce qui sont des univers collectifs dans lesquels il n'y a pas que du malheur. Hein. Il peut y avoir aussi, bien sûr, des moments, alors, en particulier pour le pensionnat, des moments de bonheur, mais qui sont quand même des univers, d'une part, notamment collectifs, et d'une part, présentent un certain nombre de difficultés psychologiques. Donc, dire cela, dire le grand âge aussi de ses parents, c'est quelque chose... alors certains savent très bien le dire d'une manière directe, hein, crue. Chacun fait en fonction de sa sensibilité, de ses possibilités littéraires. Il n'y a pas de règle là-dessus. Mais pour moi, à la fois il fallait que j'en parle parce que je ne pouvais pas m'arrêter finalement à... mon père à la Libération en 1945. Enfin, il fallait quand même aller jusqu'au bout. Surtout, la moitié. Voilà, ben voilà, oui, en plus, c'est quand même pas rien. En même temps, voilà, donc il y a effectivement dans Les Brisés, mon père est là en tant que père, et là, je peux en parler en tant que père. Quand moi j'étais enfant, ça reste encore une figure qu'on peut dire, je dirais, d'une manière plus directe à travers ses souvenirs. Après, dans le présent, dans la crudité, dans la violence du présent, comment faire? Et donc j'ai voulu à la fois le dire, et il y a à la fin effectivement des passages qui évoquent une visite, une des nombreuses visites évidemment que j'ai pu faire à mon père dans ces années-là, où d'ailleurs il me racontait, où nous nous racontions un certain nombre de choses, parce qu'on en était arrivé à un moment où il me racontait encore certaines choses, parce qu'il avait gardé une mémoire, pas complète, mais une certaine mémoire de son histoire. Et à un certain moment, c'était moi qui lui racontais des choses qu'il m'avait racontées, qui du coup les lui rappelait. Donc c'était un très bel échange. Donc ça, j'ai voulu l'évoquer parce que c'était plutôt quelque chose de beau et de positif. Mais en même temps, j'avais besoin pour évoquer cela de quelque chose qui soit d'un autre niveau, plus poétique, parce que je crois qu'à un moment, la poésie prend le relais pour dire des choses profondes, et la poésie, c'est-à-dire le mythe en fait. Hein, voilà. D'où ce recours à... donc au mythe d'Énée, hein, portant son père Ascagne, et qui m'est venu d'autant plus spontanément que c'était ça c'est pas dit dans le livre, mais c'était une figure, cette figure bicéphale qui avait beaucoup touché mon père. Mon père parfois me disait qu'il avait toujours trouvé très beau, peut-être et probablement parce que lui-même avait lui-même porté sur son dos, ou n'avait pas pu porter sur son dos, je ne sais pas, ce père, parce que précisément il avait été tué en 14, donc il en avait porté en tout cas la mémoire sur son dos. Et alors j'ai été très... il n'y a pas très longtemps, j'ai relu les mots de Sartre,
Et dans les mots de Sartre, j'ai eu la stupéfaction de voir qu'il parlait, Sartre, de aîné portant en kiff sur son dos. Et ce qui m'a absolument consterné, c'est que pour Sartre, c'est une figure absolument repoussante. C'est-à-dire que c'est l'image même pour Sartre du fait que les fils portent le poids, la charge, pour ne pas dire le boulet, de leur père. Alors ça, c'est très sartrien. Hein, donc le père, c'est celui qui empêche la liberté. Et ça m'a beaucoup troublé de voir qu'il avait utilisé la même image pour dire absolument le contraire. Mais après, c'est intéressant en même temps, parce que ça veut dire que le mythe peut dire aussi bien l'envers que l'endroit, hein, quelque part. Voilà. Et peut-être que pour Sartre, du coup, le père est un boulet, et pour vous, c'est un manteau pour avancer dans la vie. Sans doute, oui, sans doute. Oui, j'aime bien l'image du manteau, mais très bien. Manteau de voyage. Bon. Nous avons pu noter, lors de la lecture de ces trois œuvres, une récurrence des boucles dans la narration. Alors, ça peut déjà se voir dans Place-Monge, qui commence et finit à Place-Monge, dans l'appartement de votre grand-père. Et ensuite, aussi dans Les Brisés, vous terminez par la description du tableau qu'il y a au début de Place-Monge, celui-là. Voilà. Donc ça boucle, ça boucle le récit par la première chose qu'on voit et par la dernière chose qu'on lit. Ça boucle aussi le récit de cette façon. Et puis même quand on peut voir dans Les Brisés aussi, vous parlez un petit peu de vos écrits de jeunesse et on remarque que vous le soulignez, que souvent le personnage entre dans l'histoire et puis disparaît, il apparaît et disparaît comme si c'était il bouclait la boucle directement. Ou alors la boucle du père et du fils qu'on retrouve aussi à la fin des Pas de l'ombre. Enfin, toutes ces boucles-là. Alors, est-ce que le fait de mettre toutes ces boucles permet justement de fermer la boucle, de compléter l'absence par l'écriture et faire un deuil? Lourde question. Je pense... La notion de faire son deuil, c'est une notion compliquée. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus par des psychologues, il y a des livres là-dessus, comment faire son deuil. C'est aussi toute cette question de la réparation qui agite pas mal de contemporains. On a vu Johann Ferber s'élever assez violemment contre cette notion qui a été mise en avant au contraire par Alexandre Geffen dans un livre récent, un autre livre récent sur le contemporain, de réparer le monde. Bon, je serais assez porté à penser que la littérature ne répare rien, mais que elle exprime des choses profondes qui certainement nous font du bien, mais non pas du tout comme peut le faire le développement personnel, mais tout simplement parce que c'est l'art, et je crois que l'art est en dehors de la religion, qu'on a ou qu'on n'a pas, je crois que l'art est probablement la chose qui peut nous faire le plus de bien. Voilà. Donc dans l'art, je mets évidemment la littérature. Et cette notion de boucle, je crois, vous avez raison de la souligner. C'est vrai que c'est aussi un fait de la modernité. Hein. Alors bon, la boucle la plus célèbre, c'est quand même celle de la recherche. Hein. Le livre qui se finit au moment où il commence à s'écrire. Bon, évidemment, c'est quelque chose quand même qui... voilà, un père aussi qu'on porte sur le dos, Proust. Proust aussi, on le porte sur le dos. Alors, je ne sais pas si la post-littérature que Johann Ferber nous annonce va réussir à se débarrasser de ce père en commun. Mais enfin, en tout cas, ma génération l'a porté, et plutôt comme un manteau de voyage que comme un boulet à la Sartre. Bon, voilà. Donc, je crois que la notion de boucle, elle est intéressante parce que c'est quand même ce qui permet aussi de refermer quelque chose et que ça existe, hein, que ça a une existence par une forme de clôture. Alors, on a beaucoup critiqué évidemment le formalisme des années 70, hein, je sais qu'on y est revenu plusieurs fois, la clôture du texte sur lui-même, etc. Donc, bon, je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur
sur le fait que le texte est ouvert sur le monde, qu'il exprime aussi le sujet. Bon. Mais n'empêche qu'à un moment, l'œuvre, à mon sens, doit quand même trouver une forme de clôture qui n'est pas une clôture qui l'enferme, mais qui est une clôture qu'il a fait tout simplement, qu'il installe, qu'il a fait exister et qui lui donne au moins un peu de pérennité, ne soyons pas trop optimistes, mais enfin en tout cas qui pour quelque temps l'a fait exister. Je crois pas, enfin la notion très moderne, qui est l'autre notion moderne de work in progress, donc voilà, où l'œuvre, comme le dit Gide de manière un peu paradoxale dans Les Faux Monnailleurs, finalement l'œuvre, où le dit Édouard, porte-parole de Gide, est-ce que finalement les brouillons de l'œuvre, les manuscrits ne seraient pas plus intéressants que l'œuvre achevée? Bon, c'est aussi une des idées forces de la modernité, mais moi je suis plutôt du côté de l'idée qu'effectivement on cherche à aboutir à un beau livre, comme dit Proust. Et peut-être une des conditions ou un des moyens de le faire, c'est que ce livre à un certain moment se referme, d'où le fait qu'effectivement m'est venue cette intuition tout d'un coup qu'à la fin des Brisés, il fallait convoquer la couverture en fait d'ailleurs des 2 premiers livres, puisqu'ils sont mis en relation, et il se trouve que ce sont 2 tableaux d'un très grand peintre scandinave que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Wilhelm Hammershøi, qui me touche beaucoup, qui est un peintre du début du XXe siècle, et dont j'avais en particulier trouvé ce tableau représentant une femme de dos, en noir. Il s'était imposé vraiment à moi comme la représentation idéale de ce qu'était Gabriel en tant que veuve de guerre. Et là, c'était plutôt cette rue vide, qui évoquait plutôt, dans une brume un peu, qui est londonienne d'ailleurs, et non pas parisienne, mais peu importe, qui évoquait plutôt donc, la figure du père qui disparaît. Voilà. Et à la fin, refermer là-dessus, c'était une manière un peu aussi de fermer cette trilogie. Voilà. Et tant qu'on est sur les couvertures, peut-être qu'on pourrait poser la question en fait, si vous voulez, on n'arrive pas à lire le titre du livre qui est juste là. Et voilà, on y a passé beaucoup de temps. Est-ce que vous pourriez éclairer notre lanterne, s'il vous plaît? Écoutez, je vais à la fois vous rassurer, parce que j'ai aussi moi beaucoup cherché, mais je vais vous décevoir parce que je n'ai pas trouvé. Et le pire, c'est que j'ai demandé à l'auteur de la couverture, qui est Michel Dieuzet, le fils de Jean Dieuzet, photographe toulousain que vous connaissez, et qui m'a dit qu'il ne se souvenait pas du tout de quel livre il s'agissait. Donc, et on a beau zoomer, ça devient flou, et ça c'est quand même très intéressant. Plus on zoome, plus ça devient flou. Ce sera un mystère irrésolu. On a une nuit blanche pour rien. Oui. On a une toute dernière question. Comme nous sommes étudiants à l'université Toulouse-Jean Jaurès, là où vous enseignez, du coup, on s'est posé la question de comment est-ce que votre pratique de chercheur, d'universitaire, influence votre pratique d'écrivain. Est-ce que vous avez une double facette, un peu comme Docteur Jean-Yves et Mister Le Richesse? Il y a un peu de ça, je pense. Peut-être moins inquiétant quand même. Mais il y a un peu de ça. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose parfois, que je me pose aussi, parce que il y a toujours... Voilà, je ne suis pas le seul universitaire à écrire, il y en a pas mal. Certains pensent peut-être qu'il y en a trop, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais il y a toujours un peu un soupçon de... Il y a toujours un petit peu un soupçon, ça je le sens parfois. Est-ce qu'on peut être pleinement écrivain si en même temps on est du côté de la critique? Et ça, c'est quelque chose, c'est un soupçon qui existe chez les écrivains déjà, qui ne sont pas universitaires et qui peuvent avoir ou chez les collègues universitaires. Mais est-ce que tu es vraiment complètement écrivain? Et je comprends qu'on se pose la question, parce qu'il y a quelque chose comme ce qui pourrait apparaître comme une sorte de délit d'initié, c'est-à-dire, en somme, vous savez comment on fabrique les livres, puisque vous étudiez le mécanisme, vous êtes du côté de la critique, donc de l'analyse des procédés, et puis en même temps, après, vous prétendez finalement écrire vous-même, vous servez de ces procédés dont vous avez capté finalement le secret par l'étude critique, puis après, vous allez en tirer profit. Je caricature un peu, mais c'est évidemment pas du tout ça. C'est pas du tout ça, mais on ne peut pas non plus dire que quand on écrit, là je m'excuse d'utiliser le verbe écrire au sens
enfin, dans une forme transitive, intransitive, pardon, parce que je pense qu'il y a aussi de l'intransitif quand même dans l'écriture, même si, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on écrit sur rien, mais quand même, le désir d'écrire, il est quand même intransitif, pour moi en tout cas. Il se trouve des objets, après, évidemment. Mais donc, quand on écrit, je pense qu'on... comment dire, quand on écrit et que par ailleurs on a une activité de chercheur, de critique, qui est aussi une activité d'ailleurs d'écriture, mais d'une toute autre forme d'écriture, qui elle n'est pas intransitive. Voilà. Quand j'écris un article sur Claude Simon, je ne suis pas intransitif, clairement. Quand j'écris Place Monge, je le suis davantage, je dirais, même si on n'est jamais complètement. Donc on ne peut pas faire non plus comme si écrire quand on est universitaire, c'est la même chose qu'écrire quand on travaille dans une banque, comme le jeune Giono, ou comme voilà, ou comme Claude Simon quand on vit de la rente de ses vignes, etc. Et en même temps, je dirais que c'est pas non plus complètement différent. C'est-à-dire que ça reste quand même deux activités différentes. Simplement, je dirais plus que deux activités, enfin deux implications différentes. Simplement, elles ont quand même quelque part un objet commun, ces deux activités. C'est la littérature. Alors, on va revenir à cette notion de littérature, parce que on l'a évoqué à plusieurs reprises. Je dirais la littérature. Alors, moi, je la mettrais avec une majuscule, mais je suis de la génération d'avant la mort de la littérature. Vous l'avez compris, je crois. Et donc, je la mets avec une majuscule. Et j'ai quand même le sentiment que d'abord j'ai commencé à écrire, pour moi, quelque chose qui se voulait de la littérature, avant d'écrire pour faire de la critique littéraire. Ça, c'est antérieur. Donc, en ce qui me concerne, je pense que je ne suis pas le seul, le désir d'écrire ne sort pas, n'est pas une mise en application de quelque chose qui serait la critique littéraire, et c'est même plutôt le contraire. C'est probablement la passion de la littérature qui m'a conduit à faire des études de lettres, à choisir ce métier, et puis au bout du compte, évidemment, on se laisse prendre, et on prend plaisir aussi à écrire sur les œuvres, les grandes œuvres, et peut-être aussi, d'ailleurs, ça détourne un peu de l'écriture personnelle, ou ça retarde le processus de l'écriture personnelle. Je pense que ça a été mon cas. Après, pour en finir là-dessus, parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais j'ai une image qui finalement me satisfait assez. Je ne sais pas si elle est juste, mais moi, elle me convient. C'est qu'en fait, la littérature, je la vois un peu comme une montagne. Alors, vous voyez déjà que je la place quand même assez haut. C'est-à-dire que, voilà, d'où la majuscule. C'est un peu une montagne, voilà. Et je dirais que quand on fait de la critique littéraire et quand on écrit, on n'aborde pas la montagne sur la même face. Voilà. Mais en même temps, on est quand même sur le même massif. On a affaire au même massif de la littérature. Alors, quand on fait de la critique littéraire, on essaie de comprendre, on essaie de lire, d'écrire sa lecture, comme disait Barthes, qui disait que la critique est une lecture qui s'écrit, ce qui est assez juste, parce que je crois qu'il y a un vrai travail d'écriture dans la critique littéraire. Donc, on est du côté d'une écriture qui est effectivement transitive, c'est-à-dire voilà, essayer d'analyser, de comprendre, ce qui suppose aussi un travail d'écriture. Quand on est du côté de la création littéraire, on est dans toute autre chose, et je crois que c'est quand même assez complètement déconnecté de la pratique critique. Mais après, ce qui relie les deux, c'est quand même le massif de la littérature qui est au milieu, c'est-à-dire c'est tout ce qui tapisse notre imaginaire, tout ce qu'on a lu, parce qu'on écrit à partir de ce qu'on a lu, bien sûr. Et quand on est sur une face et c'est pour ça que l'image finalement me convient assez, quand on est sur une face de la montagne, on ne voit pas l'autre face. C'est-à-dire que ça joue dans les deux sens. Quand on écrit, je crois qu'on suspend, non pas le jugement critique, parce qu'il vaut mieux garder un esprit critique quand on écrit, mais ce n'est pas le même jugement du tout. C'est un jugement qu'on porte sur ce qu'on est en train de faire, comme n'importe quel écrivain qui peut avoir n'importe quel autre métier. Alors peut-être on a peut-être une manière de lire qui est un peu affûtée par la pratique qu'on a de la critique littéraire, qui peut des fois aussi d'ailleurs nous rendre, nous paralyser un petit peu, mais globalement, moi j'ai plutôt le sentiment qu'on est de l'autre côté. Voilà.
Merci Jean-Yves Lorichès. On va rappeler du coup Merci. Très belle question. On va rappeler le titre de vos livres, donc Place Monge, Les pas de l'ombre et Il est brisé. Et le dernier en date sont Les chasseurs dans la neige. Voilà, merci.